François, bon, les carnets. C'est vrai que j'ai racheté la semaine dernière, là, juste comme ça, je regardais si ce livre Temps Machine était toujours disponible, parce que le jour où il n'y sera plus, je peux dire à Verdier, eh oh, ça y est, maintenant, s'il vous plaît, je voudrais moi m'en occuper. Et je répète, il est disponible en version EPUB, plus d'autres textes, enfin au moins un autre texte sur l'Inde, là en numérique pour les abonnés là, de tiers livres. Ça pour moi c'est vraiment important. Et toujours ce truc de voir que ce qui est pour toi un bout de toi, un bout de ton corps qui va à la main, mais qui va aussi justement dans tes écrits. C'est normal pour les bibliothèques. Qu'est-ce que tu veux là, il faut bien 3 polos Coelho de plus, donc tu fais de la place, et donc tu le trouves sur les plateformes comme Recycle Livre et tout ça, à des prix de 3 balles et tout ça. Donc je m'en étais racheté 3 en me disant au moins comme ça ceux-là je les donne, et le livre va continuer de vivre comme ça. Et ce livre avait commencé, alors je me souviens maintenant beaucoup mieux à mesure, c'est une revue qui s'appelle L'Immature. C'était 2 gars qui étaient à l'époque Normal Sup, Fontenay, qui avait lancé cette revue, et c'est le premier texte que j'ai écrit là, Machine, c'était chez eux, donc un texte laboratoire. Et les revues, pour moi, ont toujours eu cette fonction, tu t'autorises le labo là, sur un format réduit. Et ensuite, il y avait la revue Autrement, qui avait fait un numéro spécial Ouvrier-Ouvrière. Et ça, là, j'ai pu remonter un peu les pistes. Et pour moi, là, Ouvrier-Ouvrière, moi, c'était dominé par l'idée de cette usine où j'étais rentré fin 77, en intérim d'abord à Siaki à Vitry. Il y avait 1200 personnes. Quand j'ai quitté en 80, il n'y en avait plus que 900, et puis ensuite ça a décru jusqu'à 400, puis maintenant c'est rasé, ils ont construit des petites résidences à la place. Et j'avais fait ce texte là qui s'appelle Aux morts, c'est-à-dire tout ce qui, le fait d'être témoin déjà dans cet univers là de la production, d'une espèce de disparition, d'effacement synchrone. Et ça s'est accumulé comme ça. Et puis j'en ai rajouté un. Justement pour moi, d'où ça venait, surtout dans toutes ces casseroles qu'on me mettait. Ah ouais, il parle du monde ouvrier, c'est la littérature engagée. Non, moi c'était simplement que la porte de la cuisine chez les grands-parents, là où il y avait la vieille grand-mère aveugle, là, juste au coin, et puis tu ouvrais cette espèce de porte jaune et tu tombais directement dans le garage avec le pont élévateur, le compresseur, le grand-père qui était là à bricoler, puis il y avait une cave, là dans la cave on stockait les vieux pneus, puis tu avais un escalier qui montait vers un grenier qui donnait sur nos propres pioles, et là tu gardais les autres pièces détachées, les boîtes de bougies, les roulements à billes dans leur papier huilé, et puis tout ça, j'en garde toujours des éléments. C'est-à-dire tu te forges aussi dans tes rêves, comme ce jeu là, ce double jeu d'escalier. C'est des choses qui sont évidemment totalement structurantes. Et pour moi, il y a toujours eu cette espèce de double opposition entre le monde maternel, instit, et le monde paternel, avec ce travail-là, par les mains, sans hiérarchie du tout de l'un à l'autre. Et donc, si tu écris, tu rappelles cette phrase de Roland Barthes que je vous invite à aller retrouver dans son œuvre. C'est un petit secret. On écrit toujours avec 2 soi. Moi, le 2 soi, donc c'est un texte, là, plus aucun souvenir de comment j'ai écrit. Il fait une bonne douzaine de pages, sans doute pas tous les récits, je vais garder ce podcast avec cette régularité de format, mais c'est la première fois que j'ouvrais ce jeu autobiographique. Et ce jeu autobiographique, en même temps, c'est pas l'autobiographique, c'est l'autobiographie de ce qu'il y a en amont de toi. C'est différent, et c'est dans cet interstice qu'ensuite, aussi chez Verdier, j'ai écrit juste après le décès de mon père, Mécanique, et puis qu'un peu plus tard, là, dans l'Alzheimer de ma mère, je m'étais embarqué dans ce livre qui s'appelle Autobiographie des objets, qui lui est né via
via le blog. Donc, est-ce que c'est une espèce de triptyque, ces 10 pages, et puis mécanique plus autobiographie des objets, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette notion de l'autobiographie hors de soi, en amont de soi, c'est ce qui me permet d'aller écrire là. Maison Bon. Hommage à Bon Eugène, né 6 mois avant ce siècle. Alors ce siècle, j'écrivais au XXe siècle. Donc oui, il était né le 5 août 1899. Et 94 ans cette année. Il m'aura 97. Né d'un bon tailleur de pierre, fils lui-même d'un bon, où se répétaient alternativement les prénoms d'Adrien et de René, natifs de l'île d'Oléron, pêcheurs de côte venus de Bretagne avec d'autres s'implanter là qu'il pleuvait moins, lequel eut 9 enfants, ceux qui restèrent sur l'île et ceux qui durent prendre baluchon pour passer au continent et ajouter au contingent des Bretons de partout. C'est quelque chose que peut-être ça aussi maintenant je serais moins affirmatif. C'est-à-dire ce nom, à l'époque, tout ce peuplement se faisait par la côte. Et bon, ça pourrait être d'origine basque. En tout cas, il y en a tout du long, comme ça, tout le long, qu'il y avait ce cabotage depuis des siècles. Alors oui, dans l'île d'Oléron, il y avait ceux qui faisaient les paniers à huîtres, et puis quand tu as 9 enfants, hop là, ça s'en va. Et ça, c'était la génération d'avant mon grand-père. Et où est-ce qu'ils vont ? Ils reviennent sur le continent, et donc ces souches là, qui se font en Vendée, histoires vagues qui se font sans écrit ni droit de propriété. De ce côté-là de la famille, ils n'écrivaient pas non plus de lettres, alors que côté maternel, là on a des archives écrites. Ça change tout. La Première Guerre mondiale, par exemple. L'arrière-grand-père eut 2 fils, dont un, bien sûr, tailleur de pierre à son tour. Les métiers, ça se transmet comme ça. Son nom sur toutes les tombes de Grue, petit bled à côté de Saint-Michel-en-Lerme, comme son père, lui, sur celle de Saint-Michel-en-Lerme, à 6 kilomètres. C'est-à-dire qu'il fallait le tailleur de pierre d'abord pour le cimetière, où il avait pris femme, mon arrière-grand-mère, donc, que je n'aurais connue, silhouette noire près du poêle, qu'aveugle, tricotant à jamais ses couvertures brunâtres qu'on redéfaisait pour la fournir en laine. L'autre, donc, d'abord apprenti menuisier à 14 ans chez un bossard. C'était un nom à Saint-Michel-en-Lerme, mais c'était la mécanique qui l'intéressait. Partant en 1915 pour Paris, grâce à une famille qui nous aimait bien, dit mon grand-père. Les filles partaient comme boniches. Alors, les gars, toi tu peux être apprenti menuisier, là. Oui, mais apprendre la mécanique. Ouais, là, j'en ai jamais su plus. Qu'il hébergerait à Boulogne. Trouvant travail aux établissements Chaudet Frères, atelier de mécanique rue Julien David, dans le 15e arrondissement, entre Félix-Faure et Lourmel, et la rue de la gare Montparnasse, qui s'appellerait pour si longtemps rue du départ, sans qu'on parle jamais de celle d'en face, symétrique, celle de l'arrivée. C'est comme si le grand-père, tu vois, cette rue Félix-Faure, là, ce coin, rue de Lourmel, et tout ça, c'est comme si c'était... C'est pas Paris. Paris, non, ça n'existait pas. Par contre, oui, ce coin là derrière Montparnasse où était les gens de l'Ouest, c'est étonnant, le bonhomme de 93 ans qui montre ses mains chaque instant, et, pleurant qu'elle ne savait plus rien faire. Je m'en souviens. Vieux grand-père. Qu'est-ce que tu peux faire avec tes mains à 93 ans, et pleurant qu'elles ne savent plus rien faire, qu'elles ne supportent pas. Qu'on lui demande si trouver du travail, c'était difficile à l'époque, mais non, répondant seulement qu'il en avait envie du travail, et que de 1915 à 1993, c'est un principe qui devait suffire. Qu'aux ateliers Chaudet Frères, télégraphie sans fil, mécanique de précision, détecteur radiophone, émission sans fil, poste pour la marine, bobine transformateur tout système, médaille de bronze, vermeil et or aux expositions, dans la fameuse de 1900. Et là, moi, j'avais fait les recherches là sur ce Chaudet Frères. Et là, lui, alors, je sais même plus là, ce qu'il y a dans le texte et comment je vais en parler. Puis de toute façon, on va juste tenir un petit moment, c'est juste pour rentrer là, dans ce truc-là.
truc-là. Ça, c'est un des trucs qu'il avait gardé toute sa vie. C'était un enroulement de fil de cuivre là, sur une espèce de tuyau. Alors, comment il avait réparé, retrouvé ce truc? Il fallait de la céramique, un genre de porcelaine, et tu enroulais un câble lui-même déjà tressé en ressort, et sur le dessus, tu passais un curseur, et c'est ce qui faisait les postes à galène. Donc, les premiers postes de radio, là, en 1910, et que cette expérience-là, entendre à distance, avec ce truc qu'on faisait soi-même, ce jeu-là de l'innovation technique, et l'innovation technique que tu fais toi-même. Ça, pour moi, ça a toujours été ce cas. Alors, le grand-père Eugène, je l'ai connu dans son activité, évidemment, tout du long. Il avait l'âge du siècle, donc en 64, en 6e, tu vois, il était encore en pleine activité, mais après, le moment où tu interroges, ce dont j'ai été privé par rapport à mon grand-père maternel, qui est mort en 1973, lui avait fait la Première Guerre mondiale et tout ça, mais c'est ensuite que j'aurais tellement aimé l'interroger. Et lui, par contre, là, dans ses 90 ans, là, il y avait eu ce dialogue. Bon, Eugène fut apprenti tourneur chez Chaudet. Il dit aujourd'hui, donc au moment où j'écris le livre, qu'il a 93 ans, je regardais et j'apprenais. Pris le 13 novembre 1915, il les quitte le 13 avril 1916. Pourquoi si tôt ? Parce qu'il avait appris ce qu'il y avait à savoir, il répond. Et sur le certificat de travail des frères Chaudet, et on les avait, ces papiers, j'ai toujours été satisfait de ses services et il me quitte libre de tout engagement. Rajoutant à la main, fabriquions, I-O-N, c'est le grand-père, la soupape plus hydraulique, H-Y-D-R-O-L-I-Q-U-E, du frein du canon de 75. Attendez, il faut que je vous le montre. Le frein du canon de 75. Comment ça rentre, comment ça se place là on est en 1916. Donc, toutes ces usines sont reconverties là, dans l'effort national de soutien à la guerre. Donc, il y a un filetage ici, tu vois, c'est-à-dire qu'on doit être dans une grosse rondelle, là, dans du tube de 80. Ici, c'est à la fraise, on découpe un écrou hexagonal pour le serrer comme ça, hyper fort, avec une large clé. Dedans, là, on débarque un chanfrein avec un filetage au fond là, de ce truc à 60. Et là, l'ouverture, elle fait plus que 1. Donc, si vous appliquez ici un vérin là, dans ce filetage avec une pression hydraulique, là, la pression hydraulique, elle va avoir la pression multipliée par ce rapport de 60 à 10, un rapport quasi de 10. Et là, donc, emboîtement lisse avec une surface qui a été rectifiée, et l'autre... Comment tu fabriques ça? Tu vois la complexité de ce truc. Est-ce que c'est toi qui fabriques aussi le passage à la fraise pour l'écrou hexagonal, ou alors est-ce que c'est un jeu entre un tourneur et un fraiseur? En tout cas, voilà, le frein du canon de 75. Ça, le grand-père, là aussi je me souviens, donc dans ces derniers temps, là, dans cette maison de retraite, il n'y avait évidemment aucun objet. Moi, je lui avais apporté ça, ces deux choses qui me restaient, donc ce frein du canon de 75, et puis ça, ensuite, 1920, après la guerre, après les 1916-1920, tu vois, 4 ans là, où lui, la chance là, mais tu vois, de tes 15 ans à tes 20 ans, tu restes à l'usine. Et ensuite, donc, il y avait tous ces matériels qui revenaient du front, et tous ces matériels servis à fonder la TCRP, ce qui est devenu plus tard la RATP, les Régies des Transports Parisiens, mais tu reconvertissais les matériels de guerre en matériel civil. C'est évidemment l'explosion là, de la circulation à moteur qui remplaçait les fiacres et tous ces machins-là. Et là, tu avais, pareil, une rondelle là, de 80, et à l'intérieur, c'était percé, et toi, tu devais faire un pentagone à la lime,
avec le rapporteur et la lime, et on te donnait la tige, et il fallait que la tige coulisse à jeu glissant. Alors, et le jeu glissant, tu vois, à un siècle de distance, il existe toujours. Et ça, cette tige ronde, ben c'est pareil, tu avais ton rapporteur et ta lime, et tu avais 10 heures pour faire ce truc-là, et être embauché. Et je lui avais apporté, c'est-à-dire dans sa pauvre piole là, de maison de retraite, avec ma grand-mère qui, elle, commençait à perdre la boule. Il se mettait derrière elle quand elle demandait 4 fois la même question, puis il disait, comme ça, bon, je ne veux pas raconter ma vie, j'étais pas là pour ça ce matin, mais ces 2 objets, je l'avais ramené dans sa chambre. Là, et pour lui, il y avait cette fidélité à sa propre vie qui s'incarnait là, dans ces 2 bouts de ferraille. Ça, pour moi, oui, c'est un grand souvenir. Fabriquions, Johan, la soupape plus hydraulique du frein du canon de 75. De là, une histoire mal expliquée. Par quoi elle se retrouve à Mende, en Lozère, pour 5 mois, loin de la guerre. Ça, j'ai jamais su. À moins d'une envie de bougeotte. L'installation, prétexte, embauché pour installer un central téléphonique départemental. Parce que chez Chaudet, au départ, ils étaient dans ces trucs. Alors là, on parlait pas d'électronique, mais tu vois, par exemple, les postes de radio à Galène, comme on était déjà là. Le goût que, longtemps après, volé donc aux établissements Chaudet, il marqua pour la bakélite. Ah bah ouais, ce tuyau-là de porcelaine de une 15-20 cm de diamètre, sur lequel avait été enroulé le fil de cuivre. Et les solénoïdes montant des postes à galène stockés à mesure, mais que du séjour en Lozère, ni des relations avec Saint-Michel-en-Lerme, ni de comment on voyageait à cette époque ou d'événements associés qui l'auraient marqué, pas de traces. Tout était simple au fond, puisqu'il s'agissait du travail à faire. Tu te souviens de rien, sauf des intérieurs d'usines ou des machines. Ça, je crois que c'est une question pour moi qui est importante. L'identification par la suite, comme ça, d'intérieur lié à la fabrication. Retour à Paris, cette fois comme apprenti fraiseur, 15e arrondissement encore, Félix Faure à Lourmel. Ça grouillait d'entreprises de mécanique et changeait encore 4 mois plus tard pour se placer aide-outilleur. Ah ouais, parce que l'outilleur, dans la précision, c'est beaucoup plus. C'est le cran au-dessus, là, dans la hiérarchie de la compétence ouvrière, la marche des appellations si précise. Il rentre en 1917, donc déjà 3e année de guerre, aux établissements SPAD. J'ai touché le paletot de Guinemer. Ouais, SPAD, il fabriquait en tout cas des carbus. Vous savez, dans ces moteurs de la guerre 14-18, un moteur qui est tout à l'avant, avec les 6 ou 8 cylindres là, disposés en étoile, et là, l'hélice, là, et la mitrailleuse qui est synchrone avec l'hélice pour tirer en travers là, hop, là, des pales. Donc, et les aviateurs, le gars qui est tout seul, là, Guinemer, comme héros, venait à l'usine voir l'appareil en construction. Et là, il y avait toujours ce geste aussi des mains. J'ai touché le manteau de Guinemer. L'aviateur célèbre promenant sa moumoute entre les doigts timides des ouvriers fiers de contribuer à sa légende et la beauté des machines, le ronflement que ça prenait autour des magnétos, les structures fines de bois et toiles tirées par le moteur en étoile. Et Breton du Baluchon aussi, la famille du nommé Perrault fils, là, ça, donc ma grand-mère, frère de pêcheur en Islande, mais débarqué Montparnasse rue de l'Arrivée sans qu'on sache ni quand ni comment. Actuellement, borgne et cocher, livreur de vin dans le 15e arrondissement, qui devait rentrer le soir, lourd comme ses barriques, parce que c'est la loi du métier et qu'on n'a pas d'autre témoignage de ce que fut pour cela la vie, sauf que bientôt après, il se retirerait entre Perros-Guirec et Tréguier, après dernier passage rue du Départ, pour s'y éteindre, vers 1935. Voilà, leur arrière-grand-père. Et que dans ces années 20, leur fille Hélène avait un travail de secrétaire vers le métro Saint-Paul et que sa fierté à elle était de faire sténo en anglais. Et qu'elle aurait du mal à supporter, sauf à en beaucoup parler, les 40 ans de Vendée qui allaient suivre, sans que cela ne lui serve plus de rien. Que leur fils Lucien infirme, son frère à elle, donc ma grand-mère Hélène et mon grand-oncle, rarement vu, restaient toute la journée à la maison et s'aigrissaient.
Et qu'en ces années, le midi, on s'échappait du bureau pour tout simplement la rue. Qu'il y avait des chanteurs, qu'on apprenait et pratiquait ainsi tout un répertoire qu'on garde 40 ans dans le village de Vendée. Je disais toujours ces petits livrets, là, c'est-à-dire il y avait ces chanteurs dans les rues, et puis c'était le karaoké de l'époque. Ben, on te vendait là, quelques centimes, 5 centimes, ces tout petits livrets là, avec les paroles et la musique. Et c'est comme ça qu'ils vivaient. Mais la musique, ben, c'était ce qu'on pratiquait à la pause travail dans ces rues de Paris qui à l'époque étaient évidemment populaires pour la sténo-dactylo bilingue. Il avait séjourné en Angleterre. Quelques livres aussi qui datent de ça. Et les collections de littérature populaire à 1,50 franc quand on rentre le soir entre Félix Faure et Lou Roumel où la rencontre se ferait un samedi soir avec l'outilleur et tout irait selon l'éternel chemin que depuis lors par exemple lui, le grand-père, n'a plus jamais eu besoin d'écrire un seul mot, sauf signer, puisque c'est elle qui s'en chargeait. Et comme on se décharge d'un fardeau inutile jusqu'à ces jours, où lui qui hisse ses mains vers le plafond et elle qui, de tout ce chemin, n'a plus souvenir ni de tête, que pour ces midis du métro Saint-Paul continue l'entraide et le partage. Elle vivait là, dans ses 20 ans, tout au bout de sa vie. Alors entré ajusteur-outilleur aux ateliers championnés de la TCRP, et non la RATP comme je l'ai mis dans le livre, c'était le plus haut de la hiérarchie du travail. La fierté de la décrocher par ce concours où on vous avait laissé 2 bouts de bonne ferraille, un tronçon de tige et un bout de tôle de vin pour en faire, selon un pentagone découpé à la lime, en 10 heures, une parfaite et rectiligne coulisse à 5 pans réguliers sur 4 cm de glissement, et vous aviez pour ça votre journée, un bonhomme en blouse grise qui viendrait au bout et selon vous prendrait ou rejetterait à seulement considérer l'aspect des surfaces, la tenue des arêtes et le jeu sans dur de la coulisse. Le trou dans la tôle épaisse et la tige 75 gardée depuis à proximité de la poche, elle établie comme preuve définitive, et trop souvent ressortie pour la patience des gosses, les deux. Ah ouais, fallait... Il nous montrait lentement. On était là dans ce petit établi là et il fallait être patient. Et c'est après que tu comprends ce qu'il y aurait eu à trouver dans cette patience. C'est trop tard, évidemment. Puis 3 générations derrière qui en recevraient le récit toujours plus fragmenté ou elliptique. En cette année 1993, la promenant toujours sa tige et sa coulisse. Et pour être plus près de championner, le Vendéen trouve sous comble une chambre, parce que la TCRP, ça existe toujours. C'est toujours ces ateliers. Je les avais revisités il y a une dizaine d'années pour un projet à partir de leurs archives. Donc, ils déménagent à Montmartre. Déclinant encore comme en un seul mot. Rue Le Pic au 96, c'était le seul mot. Rue Le Pic au 96. La cour existe toujours, mais considérant comme question ne méritant pas réponse ce qu'il eut à y déménager. Quelles affaires, or une valise de ce qu'il dit. Mes effets. Pour se rapprocher des grands ateliers du 18e arrondissement et cette grande phrase magique, sa première moto, une monocylindre à transmission par arbre. C'est-à-dire le mot moto, ça compte pas, mais une monocylindre à transmission par arbre. C'était un truc de l'armée américaine qu'il avait récupéré, bichonné, remis en état. Et que ce n'était pas fréquent pour le temps et de la belle ouvrage, selon son expression répétée. Monocylindre à transmission par arbre. De la belle ouvrage. C'est de ça dont tu te souviens, pas de la marque Harley-Davidson. Le mariage en 1923, ajoutant ce qu'en bon français on dit sidecar, et revenant bien sûr prendre logement 15e arrondissement entre Félix Faure et Lou Roumel. Qu'un premier enfant était né l'an d'après, que rue Lou Roumel ou Félix Faure, on laissait le jour dans un couffin sur la table au milieu de la cuisine de la concierge, et qu'à midi, la secrétaire retraversait depuis Saint-Paul pour le nourrir. En courant, disait-elle, et l'histoire qu'à 88 ans, elle raconte toujours parce qu'une fois plus rien n'a prouvé, on laisse peu à peu tomber tout le reste pour en revenir à ces obscurs virages où on ne saisit pas encore la force plus large que vous, qui vous meut. Elle avait démissionné de son boulot, elle n'a jamais su trop ni le comment ni le pourquoi. D'un coup de tête à la bretonne. Et eux trois prenant ta moto et sidecar, le chemin de Saint-Michel-en-Lerme comme 2 ans avant,
Leurs parents, aux deux, étaient venus à Paris pour un mariage qui avait duré 3 jours, rien qu'avec le manger, ramené de Vendée et ramené de Bretagne, dans les paniers. Et qu'à Saint-Michel-en-Lerme, il avait suffi d'un coin de grange où l'arrière-grand-père taillait sa pierre à tombe pour commencer l'atelier de mécanique. Il s'agissait seulement de bicyclettes et d'une motopompe au communal. Ce bled de Saint-Michel-en-Lerme, c'est une ancienne île. Et à mesure que s'éloignent comme ça les digues prises sur la mer, il y avait une tradition de ce qu'on appelle le pré communal. C'est un pré qui a une possession collective et où chacun pouvait mettre 2 ou 3 vaches. Et si vous n'en aviez pas, vous donniez votre part à un paysan qui vous rémunérait directement là, avec du beurre salé. Il fallait une pompe. Et c'est comme ça qu'a commencé pour lui l'installation. En 1925, qu'est-ce que c'était la mécanique ? Et que c'est à cette aune de l'histoire qui vous prend dans sa main, vous emmène qu'il faudrait mesurer l'immobilité maintenant régnante, l'immense tableau du monde laissé pour compte, maintenant que la main s'est resserrée, ou bien à tout lâcher pour aller prendre autre chose, autre part, que toi tu ne devines pas encore. Comme alors, il ne distinguait pas ce qui se jouait à ces câbles d'électricité qu'on tendait jusqu'au village. Celui qui soignait les chevaux et accouchait les vaches fut le premier à lui acheter une voiture, une Delaunay, et comme il s'en souvenait de ça, qu'il fallut monter chercher à Paris et redescendre par Le Mans, Angers, Cholet et le Mont des Alouettes, sur la poussière des routes, puis ces premières pelleteuses qui dressèrent sur le marais leurs ferrailles anguleuses de flèches et fumées noires en creusant les fossés d'assèchement que des siècles durant on envoya bagnards ou prisonniers de guerre construire et qu'on s'étonne de leur tête à ceux de la Vendée d'en bas et des grosses bouches d'Afrique, qu'on s'étonne de la facilité qu'ils eurent de repartir et peupler des terres moins pauvres, la série des bons, aujourd'hui dans l'annuaire téléphonique de Lafayette, il y en a 72, dont au moins 3 bons François, tel qu'on le retrouve sur la table du motel au soir d'une journée de Greyhound, sans doute qu'on est cousin, Henri Perrault, enfin pêcheur à l'Aiguillon-sur-Mer, il s'est mis l'an dernier à 86 ans, à coups de fusil dans la tête. Comme ça, c'est plus simple. La levée du corps a été faite au funérarium de Luçon, ses cendres dispersées en mer à La Rochelle, qui le premier doubla sa voile au tiers, c'est-à-dire ces gars qui font non pas de la pêche à l'Aiguillon-sur-Mer, mais les bouchots à 8, bouchots à moule, doubla sa voile au tiers par un monocylindre Bolinder. Osez ça dans un port minuscule, avant qu'ils s'y mettent tous. Il n'y avait qu'un mécanicien dans le canton qui puisse s'en charger, ce qu'on a toute sa vie à soi quand une fois on a été premier. Que la tâche qu'on disait encore de motoriste recouvrait forcément en aval de ce à quoi les moteurs servent, apprendre à conduire et emmener à La Roche-sur-Yon. Chaque 2 mois, les candidats passaient leur permis. Dans la nuit, s'en aller à l'hôpital avec le brancard aménagé aux roulettes soudées. Mais c'était rare encore. Dans ces pays, on se chargeait de tout, mourir aussi. La sage-femme venait en vélo, et on ne s'effrayait pas tant que maintenant de ce qu'on disait seulement « passer ». Comme de l'hôpital, on l'appelait pour ramener à leur maison ceux qui venaient d'en terminer. Les formalités étaient bien plus simples. C'est-à-dire, si on disait que tu étais décédé à l'hôpital, il fallait convoyer un mort, c'était compliqué les papiers. Par contre, si on ramenait le mort chez lui et que là on disait « Ah, il est mort chez lui », c'était beaucoup plus simple. Donc tu transportais les morts, mais en prétendant qu'ils n'étaient pas morts. Le père Bon, trimballeur officiel de Maccabée, oui, mais ça servirait bien pendant la 2e de guerre et l'occupation, puisqu'avec le laissez-passer officiel pour les morts, on en ferait des évacuations d'aviateurs, par exemple. Et donc les motopompes, comme aussi les machines de la laiterie, les bateaux, les pelleteuses, sans compter la châtelaine Leroux, je connais son petit-fils, a promené dans sa voiture personnelle l'ouvrage encore. L'histoire est vite dite, de 40 ans, sans jamais lever le nez,
déménageant en face de l'église, bientôt couvrant de charpente le terrain en arrière, achetant la maison, le notaire en face désormais. Le grand-père est souvent témoin requis aux signatures d'actes. Il n'y a que la rue à traverser et la respectabilité à surface. Dans le garage tel que je m'en souviens, il y a une forge qui n'empêche pas, à 200 mètres, de fonctionner la forge que j'ai connue aussi du maréchal Ferrand, qui s'appelait Jubien. Et sur une estrade, Raoul Moret, aux commandes du Tour. Ses lunettes de sécurité durant 30 ans, relevées sur le front, c'est à ça que ça doit servir. Au rituel déplacement des hommes, à La Rochelle, la ville en bois, les établissements fumelots, pour ramener une hélice de bateau ou un treuil, puis au stock américain. Ah, l'émerveillement, quand je les accompagnais de la route de Rochefort pour démonter sur place les pièces de Jeep ou de Dodge. La vallée du lait qui entretenait les fossés et écluses était équipée des résidus de la guerre. On voyait encore dans le port à marée basse des épaves de bateaux coulés. Et si c'était les vacances scolaires, on m'emmenait. C'était un tel grand voyage très sérieux, le quart d'heure aller voir en face chez Fumolo, boire le verre de vin, etc. L'odeur des pneus neufs sur leur double tubulure dans l'ancienne cave qui s'ouvrait derrière le bibendum Michelin au fond des mailles bleues et la brillance qu'ils avaient quand on y accompagnait Gaston et Toublou en charge des vidanges, graissages et chambres à air. Oh bah, tu vois... Les machines de Saint-Michel-en-Lerme sont restées longtemps dans le garage de mon père. On n'a plus rien à faire d'un tour dans la mécanique automobile. Quand mon frère a repris, normal qu'il n'ait pas voulu s'en encombrer. Le tour a disparu. Il y a des stocks de ferraille dans la cave du grand-père. Le soufflet de forge est démonté à la pluie. C'est quand même pas des choses dont on se débarrasse si facilement dans la tête. Je me souviens de ce soufflet de forge. Je crois que je l'avais offert à Bergogneau, si mes souvenirs sont bons. C'est à Bombay, aux Indes, à 26 ans, lors d'un premier séjour de 4 mois, lisant Combray, que je m'essayais sans réussir à ce plan de la maison des grands-parents, imbriquée en 40 ans de patience sur leur garage. Leur successeur avait fait bâtir en bord de la route un bâtiment Citroën en métal gaufré comme partout. La vieille maison est restée inhabitée, ou bien maintenant un dentiste ou un masseur s'y installe 2 jours par semaine pour ses activités. Raoul Moret a 88 ans, il est mort maintenant, relève sur son front ses lunettes de vieil homme comme il mettait ses lunettes de tourneur et répète que vraiment il n'était pas facile, le grand-père. Lui fait son jardin, va une fois à la semaine, le samedi à la Jonchère, à 15 km, sur la tombe de son frère et de sa mère. C'est sa sortie, cotisant aux anciens combattants dans les 2 communes. Petit luxe. Que les 40 ans de facture, pompe à essence et la porte jaune ouverte pour le vin blanc ont cessé dans la tête de ma grand-mère qui se souvient pourtant de Paris, métro Saint-Paul et rue de Lourmel. Ça a dû changer, elle disait, tandis que le grand-père pleure en montrant ses mains et que chaque 6 mois, quand je viens les voir, c'est la même chose. Tu vois, là par exemple, je viens de le lire, et merci d'être là. Et se dire, tu vois, si je reprenais ces 8 pages, là, maintenant, là, au clavier de l'ordi, elles en feraient déjà 40. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce que ça représente un enjeu? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Et toi, la bizarrerie là, de ça, là, la vidéo, c'est... Résistons les photos sur mon site et vidéo y est aussi. Tu vois ce vieux portail bleu, tout bosselé, tout écaillé du garage. Je sais que là, la dernière fois à Saint-Michel-en-Lerme, c'était pour un enterrement et j'avais fait le film, s'approcher comme ça du portail, mettre la main, toucher la main sur le portail. Et qu'est-ce qui change là, dans le profond, quand on remplace là le langage par ces appareils et comment cette nouveauté là du poste à galène là, d'avant 1915, la première radio, qu'est-ce qu'il pouvait capter sur cette radio? Et ce symbole-là, chaque fois que je touche là, ces nouveaux outils, c'est à ça toujours que je pense. Et on n'est pas dans... J'ai jamais vécu le monde numérique comme de l'immatériel. Pourtant, c'est bien ça la question.